Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. La disparition de l'imam Tal relance la question de l'insécurité au niveau de la commune de Grand Yoff. Les riverains exigent la sécurisation du bassin de captation des eaux pluviales, devenu au fil des ans un repère pour délinquants. Incendie d'une école située à l'unité 22 des Parcelles Assainies. Pas de perte en vies humaines, mais une salle de classe réduite en cendres. Les pompiers sont arrivés à temps pour éviter le pire. Une enquête est ouverte pour déterminer la cause du sinistre. 41 ans après la pose de la première pierre, inauguration ce vendredi à Bop de la grande mosquée Thierno El Hadj Mohamedou Seydouba. Le chef de l'État Macky Sall la prépare à la prière aux côtés du Khalife général de Médina Gounass. Et puis CHAN 2023, à 24 heures de la finale face au pays organisateur, les Lions déterminés à décrocher le trophée. La tanière affiche confiance. Le sélectionneur Pape Thiaw s'exprime. Ce sera tout à l'heure avant la fin de ce journal et dans la page des sports. Merci. Voilà pour les titres. Donc le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre. La découverte du corps sans vie de l'imam Tal remet au goût du jour la question de l'insécurité à Grand Yoff. Selon les populations riveraines interrogées, le bassin de rétention est devenu source d'instabilité et de danger permanent. Construit à l'origine pour capter les eaux pluviales, il est devenu ce bassin au fil des ans le lieu de prédilection des malfaiteurs. Les habitants s'en plaignent depuis fort longtemps, mais la municipalité dit ne pas être concernée par la gestion de l'infrastructure. Fatima Touré pour les détails. Situé au cœur de la zone de captage, ce bassin de rétention a une superficie de 7000 m². Construit pour capter les eaux pluviales, l'infrastructure représente aujourd'hui un danger permanent selon les populations riveraines. Entre agressions et vols à l'arraché, le danger reste permanent. Il y a un problème sérieux de sécurité. Nous passons la nuit ici, mais ce qui se passe est anormal. L'insécurité nous inquiète tous. Vraiment, cette situation devient un danger pour la population. Pointé du doigt, la mairie se lave à grand eau et interpelle l'ONAS. C'est une infrastructure de l'ONAS qui le gère en permanence. Donc il y a des agents de l'ONAS qui sont aux alentours et à l'intérieur du bassin pour la gestion. Maintenant, quand on bénéficie en fait d'une infrastructure comme ça, les alentours ou bien tout ce qui est en tout cas autour du bassin doit être protégé. Vous allez voir, vous allez constater pour vous-même que pratiquement 90% des murs du bassin sont affaissés. Les riverains demandent la mise en place de murs de protection. Nous voulons des murs de protection. Ce garage accueille beaucoup de monde, donc leur sécurité doit être prise en compte. Les grilles de protection sont primordiales pour notre sécurité. Nous réclamons qu'elles soient installées au plus vite. La mairie, quant à elle, sollicite l'intervention des autorités pour la sécurisation totale du secteur. 7000 m² de bassin, quand même, on le voit qu'à Grand Yoff. Et que ça, je pense que c'est urgent à ce que vraiment ce bassin-là soit protégé, que les murs soient repris. Quand même, il faudrait que nous, les autorités, quand même, nous puissions au moins prendre cette question-là en main pour la sécurité au moins du bassin. Et ça, il faut reprendre le mur de clôture. Donc nous demandons à l'ONAS, quand même, chaque année, c'est une demande. Mais cette fois-ci, quand même, nous sollicitons l'appui de l'État du Sénégal pour que ce bassin-là soit clôturé. Un bassin qui cause beaucoup de problèmes aux populations. La découverte macabre du corps sans vie de l'imam Cheikh Ahmed Tidiane Tal hier matin a poussé les habitants à demander la fermeture de l'infrastructure. Aux Parcelles Assainies, à l'unité 22 plus précisément, une école a pris feu. Les flammes ont ravagé une salle de classe. N'eût été l'intervention des sapeurs-pompiers, le pire aurait pu se produire. Mais heureusement, le sinistre a été circonscrit à temps. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de l'incendie. Le point, c'est avec Abdoulaye Diop. De pitié, comme je l'ai dit, à l'endroit de ce modeste gardien, par exemple, qui est un gourgourlou, qui voit tout son matériel partir comme ça.
L'école PASA de l'unité 22 des Parcelles Assainies a été le théâtre d'un incendie qui s'est déclaré dans la nuit du jeudi après le crépuscule. Seule une salle a été dévastée par les feux. Le directeur de l'école raconte qu'il est le premier à arriver sur les lieux. Parce que c'était utilisé juste par le gardien, un menuisier qui avait gardé du matériel, n'est-ce pas? Bon, on ne sait pas jusque-là l'origine de l'accident. Personne ne peut dire l'origine de l'accident, n'est-ce pas? Ça s'est produit et on a appelé les sapeurs et voilà. Il n'y a que des dégâts matériels. Pas grand-chose à dire par rapport à ça. Les matériels du gardien ont été détruits par les flammes, mais aucune perte humaine n'est à déplorer. Il m'a sollicité comme quoi que son fils aîné était administré à l'hôpital Mam Abdou Aziz Dabakh. Donc quand ça se produisait, lui il était là-bas chez son fils qui a été hospitalisé là-bas. Le directeur de l'école PASB est venu constater les dégâts. Il estime qu'il y a eu plus de peur que de mal. J'ai constaté que c'est l'une des 2 salles de classe inutilisées contenant des bagages qui étaient brûlés. Les parents d'élèves espèrent que des mesures fortes seront prises pour la sécurité des élèves. Effectivement, c'était entre 20h et 21h. Bon, pour mesure de sécurité, nous avons éviter certains dégâts pour reproduire. On est en train de se voir entre nous pour régler la situation là. L'inspecteur de l'éducation et de la formation des Parcelles Assainies promet de faire un rapport qu'il va adresser à l'IA de Dakar. Pendant ce temps, les cours se poursuivent dans les classes. Allez, parlons à présent de l'inauguration de la grande mosquée. Thierno El Haj Mohamedou Seydouba, le chef de l'État Macky Sall, a prié aux côtés du khalife général de Médina Gounass ce vendredi lors de la grande prière. Un édifice plein d'histoire et qui a été aujourd'hui le lieu de convergence de nombreux fidèles, des fidèles en provenance de Médina Gounass, mais aussi d'autres localités du Sénégal. 41 ans après la pose de la première pierre, enfin la concrétisation du khalife de Médina Gounass. Je vous propose d'écouter tout de suite les réactions des fidèles au micro de Aminata Mbaresso et Mody Diop. C'est un jour que le monde attendait depuis 1982 jusqu'à présent. C'est aujourd'hui que le Tout-Puissant a décidé de l'ouverture de cette grande mosquée. Louange à Allah, à son prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est une joie énorme de faire partie des fidèles et en participer à cette grande prière. ci xolab Ndakaaru fii ci HLM nga xam ne taxawaayu juliti yàlla yi rawatina taxawaayu suñu xalifa Cheikh Ahmed Tidiane. Je viens de Kaolack, c'est une victoire de l'islam. Une mosquée d'une telle ampleur dans un quartier de la capitale sénégalaise. Rendons grâce à Allah qui nous a facilité les choses et nous a donné la foi de pratiquer notre religion convenablement dans la paix, la stabilité. fa nga xam ne mooy ëttëb Cheikh al Islam Cheikh Ibrahim Niass ñëw teew fii nga xam ne lépp luy nit taxawal ci àdduna bi ci diine l'islam dana ca participer. ci turi président Adama Barrow mi nga xam ne moo ñu ebal ñu ñëw fii bi ma ñëwee fii li ma gis tey ak la ma fi. Je fais partie de la délégation envoyée par le président gambien Adama Barrow. Je suis sublimé par l'architecture de la mosquée. C'est une chance que le Sénégal a. Moi-même, avant l'achèvement des travaux, je passais très souvent pour des prières. C'est une belle construction qui fait la fierté de tout le monde musulman. surtout sénégalais yépp di ci gën a gërëm nag président Macky Sall. lépp ci diine lañ koy lal loolu la président dëggal tey ji moom mi nga xam ni moo eggale lii def jëf ju mag gi ñëw moom coppam ànd ci ak famille Thierno inauguré si ko. La construction de la grande mosquée de Bopp n'est que la concrétisation d'un projet, mais aussi un vouloir du chef de l'État pour une réhabilitation des lieux de culte. On voudrait avant tout rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala par la volonté de qui on est présent ici dans le cadre de l'inauguration de cette grande mosquée de Bopp. Ce que j'ai dit en Wolof, c'est nous rendons grâce à Dieu
mais aussi nous continuons à prier pour que la denrée rare dans la sous-région, qu'est la paix, demeure dans notre pays. Par la grâce de Dieu, par l'entremise de son Excellence le Président de la République et de l'ensemble des talibés du Sénégal, cette mosquée a pu être inaugurée aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de rendre un grand hommage au chef de l'État. Par la volonté de qui, aujourd'hui, la quasi-totalité des grandes mosquées du Sénégal sont en train d'être réhabilitées ou construites au vrai sens du terme. C'est une occasion aussi de prier pour que cette denrée rare qu'est la paix puisse demeurer dans notre pays. Parce que sans la paix, il ne peut pas y avoir de développement. Après sa publication suivie d'une grosse polémique, plus rien ou presque autour du rapport de la Cour des comptes sur la gestion du fonds force Covid-19, mais le collectif Sunuy Milliards d'Oures est décidé à donner une suite judiciaire à cette affaire. Ses membres annoncent une plainte sur la table du procureur dès la semaine prochaine. Le reportage est signé Moussa Mané. Le collectif Sunuy Milliards d'Oures lance une plainte populaire pour exiger la lumière sur le rapport de la Cour des comptes après une rencontre avec le Premier ministre Amadou Ba qui, selon eux, n'a pas respecté ses engagements. Ils décident de poursuivre le combat. Sunuy Milliards d'Oures lance une plainte populaire que chaque citoyenne et chaque citoyen remplira et déposera ce lundi 6 février 2023 à partir de 9h auprès du procureur de la République au tribunal de Dakar. Dans toutes les localités du pays, la même action sera intentée auprès des tribunaux. Le modèle de la plainte sera disponible dès la fin de cette conférence de presse sur tous les réseaux, sur toutes nos plateformes et au siège de toutes les organisations membres de la plateforme. Entre autres revendications, la démission de toutes les personnalités épinglées par le dit rapport sur la gestion du force Covid-19 et le remboursement des montants détournés. La démission de tous les mis en cause ou à défaut qu'ils soient démis de leurs fonctions. Deuxièmement, le remboursement des montants détournés ou la confiscation des biens matériels ou fonciers des personnes indexées de ces détournements présumés. Troisièmement, l'ouverture des 12 informations judiciaires demandées par la Cour. Et enfin, la mise en place d'un comité de suivi des dites recommandations avec l'implication de la société civile. Une pétition sera aussi lancée sur les réseaux sociaux dès ce soir pour permettre à nos compatriotes du pays et de la diaspora de marquer leur engagement sans faille à cette lutte. Pour que ce rapport de la Cour des comptes n'est pas le destin de tous les autres qui dorment dans les tiroirs du procureur de la République. La plainte sera déposée le 6 février prochain auprès du procureur de la République. La Cour des comptes a déjà saisi le garde des Sceaux pour l'ouverture d'une information judiciaire sur certains d'âge. À la une de l'actualité politique, le projet d'amnistie des opposants Karim Wade et Khalifa Sall qui prend de plus en plus forme. Dans sa livraison du jour, le journal L'Observateur nous apprend en effet que le ministre de la Justice, instruit à cet effet par le chef de l'État, a remis ses propositions au président de la République. Une excellente nouvelle de l'habit de Babacar Gaye qui voit un apaisement politique. L'ancien ministre et porte-parole du gouvernement Souad était l'invité de la matinale. Nous l'écoutons avec Chérif Dia. C'est une excellente chose que les acteurs le comprennent et qu'ils se fassent des concessions mutuelles. Je pense, Karim Wade en particulier, qu'il a intérêt, de mon point de vue, à ne pas s'accrocher à une révision d'un procès illusoire et de considérer que son père, Maître Abdoulaye Wade, a beaucoup fait pour ce pays. Il mérite justement d'être réhabilité. Et pour cela, je pense, l'acte posé par Macky Sall, et dans ce sens-là, il doit l'aider à davantage aider son père pour que lui, Karim Wade, puisse aujourd'hui porter cette espérance autour de lui, surtout ces jeunes karimistes, ceux qui sont restés au Parti démocratique sénégalais. C'est ensuite quelque chose de bon pour nous les libéraux. Parce que si Karim est dans le jeu, Macky Sall, tous les autres libéraux, certainement, la reconstruction de notre famille pourrait être beaucoup plus facile. Et je pense que c'est un rêve réaliste. Maître Abdoulaye le souhaite. J'y travaille de toutes mes forces. Le Parti socialiste est avec Macky Sall. Si Khalifa Sall, qui est de Yewwi Askan Wi, estime devoir faire une tournée pour Nemmeeku Mbokkam yi, j'estime que peut-être il a des garanties, ou en tout cas,
Il espère bien qu'en 2024, il sera candidat. Il ne peut l'être que sur la base d'une amnistie. Ensuite, je ne l'ai jamais entendu rejeter l'offre du président Macky Sall. Donc... Le mouvement Frappe porte le combat de 52 ex-agents de la compagnie sucrière sénégalaise. En conférence de presse, l'activiste et leader du mouvement, Guy Marius Sagna, dénonce un licenciement abusif et annonce dans la foulée une grande marche à Richard Toll très prochainement pour contraindre justement les responsables de la compagnie sucrière à annuler cette décision. Guy Marius Sagna s'exprime au micro d'Ousseynou Diop. Ces licenciements sont injustes, arbitraires, illégaux et illégitimes. Si des solutions ne sont pas trouvées par la CSS et par les autorités de ce pays chargées de faire respecter les lois et règlements de ce pays par tout le monde, eh bien, après cette conférence de presse-là, dans les jours et semaines à venir, nous allons organiser une grande marche à Richard Toll, avec les travailleurs, leurs familles et leurs voisins. Ce que les syndicats et les centrales syndicales ne veulent pas faire pour eux, eh bien, ces travailleurs-là, avec nous, nous allons le faire pour nous-mêmes. Deuxième point, enfin, ce qui est le plus scandaleux dans ces 52 licenciements effectués arbitrairement en toute illégalité par la CSS, c'est que ce licenciement est effectué par la CSS dans une localité, Richard Toll, dans un département d'Agana, qui est la localité, le département du président de l'Assemblée nationale. À Thiès, la base militaire va abriter prochainement une école de formation de pilotes et mécaniciens d'avion. Les meilleurs élèves du Sénégal issus de séries scientifiques auront la possibilité d'intégrer cette école. Annonce faite par le ministre en charge des transports aériens en visite justement à la base militaire de Thiès pour s'enquérir de l'état d'avancement du chantier. Charanta Diop Seylatir. Académie internationale des métiers d'aviation à la base militaire de Thiès, les travaux sont presque achevés. Partenariat avec l'armée pour que cette première phase d'école qui va comprendre un pôle de formation des pilotes et des mécaniciens et des ingénieurs avions puisse être érigée ici dans cette école de Thiès. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de constater que les travaux ont très bien avancé. La piste qui était de 1800 mètres sur une largeur de 15 mètres a été élargie à 30 mètres sur une longueur de 2000 mètres. Les bâtiments sont pratiquement... le gros œuvre est pratiquement terminé. Le ministre a jugé important d'offrir aux élèves l'occasion de voir ensemble les perspectives qui peuvent s'ouvrir à la communauté en termes de formation dans le domaine de l'aéronautique. L'école est montée en puissance et donc aujourd'hui avec la première promotion d'une vingtaine de pilotes et d'une trentaine d'élèves mécaniciens, aujourd'hui l'école a tous les moyens de prendre en charge, d'assurer la formation de ces jeunes Sénégalais qui seront demain les leaders du ciel africain. Également, dans le hub aérien, il est prévu la construction d'un centre de maintenance aéronautique. Centre de maintenance aéronautique de près de 100 milliards. Il y a au moins 300 à 400 ingénieurs, élèves mécaniciens qui doivent y travailler tous les jours. Des avions et hélicoptères mobilisés pour la formation des élèves pilotes et mécaniciens. Ils seront présentés au chef de l'État le 8 février prochain à Thiès. Le Centre régional des œuvres universitaires de Ziguinchor a un nouveau patron. Sana Sané a pris fonction ce matin. Il entend se mettre au service des étudiants de l'université Hassan Sek, dont il compte améliorer considérablement les conditions d'études, mais aussi de vie sur le campus. Nous l'écoutons au micro de Lamine Ba et Lamine Mandian. Sentiment de satisfaction, je rends grâce à Dieu, j'ai pris sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et je remercie aussi le président Macky Sall et son ministre de l'Enseignement supérieur pour la confiance. En tout cas, c'est un sentiment de fierté. C'est comme on le dit dans d'autres jargons, c'est le retour au royaume d'enfance. Donc, je suis revenu chez moi pour servir la communauté étudiantine. Je pense que nous allons nous mettre à la tâche. Dès demain, nous allons nous mettre au travail pour en tout cas améliorer davantage les conditions que le traité a mis en place. Bon, j'ai trouvé que mon grand frère, le docteur Moustapha Diatta, a déjà maintenu un climat social favorable. En tout cas, il a travaillé en parfaite harmonie avec les étudiants. Donc une belle expérience doit être reproduite. Donc je me suis mis sur cette lancée
pour en tout cas poursuivre cet élan de dialogue et de concertation avec l'ensemble des étudiants, en tout cas les acteurs de la communauté universitaire, pour en tout cas maintenir en tout cas ce climat au niveau du campus social. Comme je l'ai dit tantôt. À Louga, la campagne de collecte des arachides n'a pas produit les résultats escomptés. Plusieurs travailleurs de la Sonacos risquent de se retrouver au chômage et pour cause, 400 tonnes d'arachides sont actuellement disponibles alors que la société projetait de dépasser les 100 000 tonnes cette année. À l'usine, la déception est perceptible chez les pères de famille. Le reportage est signé Tchernoufal. Les marchés parallèles et la concurrence féroce des opérateurs étrangers ont contribué à une baisse considérable de la quantité d'arachides collectés cette année par la Sonacos. Malgré tous les efforts qu'elle a déployés pour acheter le maximum de graines, certains producteurs ont préféré vendre leurs récoltes aux exportateurs plutôt qu'à la société nationale. Nous avons fait plus de 5 augmentations successives. C'est-à-dire, nous avons cherché à suivre le marché. Aujourd'hui, nous achetons à 450 francs le kilogramme d'arachide. Donc je crois que ce que nous pouvions faire en termes d'efforts financiers, nous l'avons fait. Mais malgré ces efforts-là, il y a des quantités de graines qui vont sortir du territoire national. En outre, la mauvaise pluviométrie connue cette année dans certaines localités a également eu un impact négatif sur la qualité et la quantité d'arachide disponible pour la collecte. Les récoltes n'ont pas été abondantes en zone nord. Donc malgré l'engagement des opérateurs, malgré leur dévouement, le résultat est là. Nous n'avons pas enregistré beaucoup de tonnes. Une situation qui a également occasionné une perte d'emploi pour certains chefs de famille qui travaillaient à l'usine de Louga. Malheureusement, c'est la règle du jeu. C'est comme ça. Quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Ce sont des saisonniers qui sont pris pour des activités précises relatives donc à la réception des graines. Mais si on constate qu'il n'y a plus de camions, mais malheureusement, on met fin à leur contrat de saisonnier. Maintenant, bien entendu, nous aurions souhaité nous les garder, parce que ce sont des pères de famille. Mais si la Sonacos n'a pas de graines, mais elle n'a pas de graines. En visite à l'usine de décortiquage de Louga, le DG de la Sonacos a promis qu'avec le soutien du gouvernement, il va profiter de la rareté des graines pour remettre en œuvre les équipements de l'entreprise et faire de nouveaux investissements pour préparer la prochaine campagne. Dans l'arrondissement de Niakhar, de jeunes éleveurs bénéficient d'un accompagnement pour une meilleure rentabilité de leurs activités. L'appui provient du ministère de la formation professionnelle et technique qui, dans le cadre d'un programme, a remis un financement aux concernés. Ces éleveurs font partie de la coopérative des producteurs agro-pastoraux du département de Fatick. Les détails, c'est avec Abdoukarim Bey et Aminata Goudiaby. Patarsine, Niakhar et Ngayohem sont les 3 communes de l'arrondissement de Niakhar. Les jeunes s'adonnent beaucoup à l'élevage, mais manquent souvent de formation, ce qui bloque le développement de leur activité. La coopérative des jeunes producteurs agro-pastoraux de la région de Fatick, dont le siège se trouve à Niakhar, vient leur donner un coup de pouce. Dans ce secteur que nous avions identifié, et des possibilités que ce secteur pourrait véritablement offrir à ces jeunes dans le cadre notamment de leur insertion et le développement des activités génératrices de revenus, notamment l'élevage, tel que l'ovine, la mouche porcine et l'aviculture villageoise améliorée. 80 jeunes enrôlés permettant véritablement d'accompagner ces jeunes-là dans le cadre de la formation, dans le cadre des kits de démarrage, dans le cadre aussi des visites d'échange pour pouvoir changer leur vision du monde. Les jeunes bénéficiaires du financement sont en majorité des femmes. La coopérative des jeunes producteurs agro-pastoraux de Fatick a eu ses fonds dans le cadre du volet idéal à travers le programme SEN 032. L'historique remonte à cet appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé par le programme SEN 032. Nous, en tant que coopérative, nous avons été sélectionnés. Le projet devra nous accompagner pour qu'on puisse à notre tour aussi accompagner les jeunes. Ce programme a également accompagné d'autres jeunes du département de Fatick. Ils évoluent pour l'essentiel dans l'agriculture et l'élevage. On a 190 jeunes qui ont été accompagnés dans l'ensemble du département, qui a abouti à un financement et qui vont bénéficier d'un accompagnement. À la fin du projet, il faudrait que ce qu'on a démarré puisse continuer dans la zone. Ce programme intervient aussi dans les départements de Saint-Louis, Louga et Kaolack. Son objectif, favoriser l'insertion socio-économique des jeunes du Sénégal. Hors de chez nous, à Nouakchott, une semaine après le début du procès de l'ancien président Mohamed Ould El-Aziz pour détournement de deniers publics, le tribunal fait du surplace, suspension d'audience jusqu'au lundi prochain et un nouveau chronogramme sur 2 jours d'audience par semaine. Un procès dans une indifférence quasi générale de l'homme de la rue en Mauritanie, nous disent nos envoyés spéciaux Abdoulaye Cissé et Moharma. La Mauritanie l'a annoncé comme historique.
Il est vrai que pour le pays, ce procès de l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz est inédit. Dans l'organisation, les autorités ont pris la mesure des enjeux, surtout sécuritaires. Mais les batailles des avocats donnent du fil à retordre au ministère public pour boucler ce procès dans les délais. L'audience est suspendue depuis mercredi et ne reprendra que lundi. Et désormais, le procès ne se tiendra que sur 2 jours dans la semaine, lundi et mardi. Certains avocats sont traduits et ça n'a pas manqué d'agacer le principal inculpé, le président Mohamed Ould Abdelaziz, qui juge la traduction très approximative et pas conforme à la vérité exprimée. Le procès se déroule dans une quasi-indifférence générale des Mauritaniens. L'homme de la rue s'étonne parfois de notre présence pour un événement qui, de toute façon, pour beaucoup, n'a aucun intérêt. Pour certains, c'est déjà écrit que Mohamed Ould Abdelaziz va être jugé, condamné et surtout écarté du jeu politique. La politique, jamais très loin dans ce dossier où l'angle d'attaque de l'avocat sénégalais a été de soulever le processus d'élimination par la justice mauritanienne d'opposants politiques. Un de ses confrères de la partie civile a sèchement rétorqué que Maître Ciré Clédor Ly parlait d'un autre pays, mais pas de la Mauritanie. Mohamed Ould Abdelaziz retourne en prison, que dis-je, aux arrêts à l'école nationale de police, où elle est sous bonne garde. Les autres inculpés comparaissent presque libres, assignés à résidence. Dans ce procès qui appelle des dignitaires de l'ancien régime à la barre, ils sont jugés pour corruption et détournement de deniers publics. Retour chez nous pour parler cette fois-ci de l'Union des associations des élus locaux qui veut apporter une rupture dans son fonctionnement. Elle prévoit prochainement l'organisation de forums dans chacun des 5 pôles territoriaux pour un développement durable et inclusif. Les membres de l'UAEL étaient en assemblée générale dans la capitale du Fouladou. Nous écoutons tout de suite Mamadou Ouri Bailo Diallo, il est le président national de l'Union. Il est au micro d'Abdoulaye Diallo. D'abord, nous allons faire installer l'ensemble des cellules de l'UA au niveau de chaque région du Sénégal, dans les 14 régions. Et concomitamment, aujourd'hui, nous avons un programme. À partir du mois d'avril au plus tard mois de juin, ce que nous voulons, c'est que dans chaque pôle, c'est d'organiser un forum territorial pour un développement durable et inclusif. C'est ça que nous voulons. On le fera dans chaque pôle, c'est-à-dire les 5 pôles du Sénégal. Le pôle sud, le pôle est, le pôle centre, le pôle nord. En fait, là, nous allons aller dans chaque région pour mettre en cohérence dans chaque pôle tout ce qui est information, tout ce qui est donné, tout ce qui est problématique, comment il faut mettre en cohérence tout cela pour quand même le développement des territoires. Parce qu'on veut un développement... Et on parle culture à présent avec Aïda Mbodj, intronisée linguère de la famille Mbodj du Wallo. La cérémonie d'intronisation est prévue ce samedi à Bambey. Elle sera l'occasion, cette cérémonie, de revisiter l'histoire et les valeurs ancestrales de la famille Mbodj sous le magistère de Bour Makumba Mbodj de Ndionik. Hassan Ley est consultant, chercheur, enseignant-chercheur plutôt. Il nous en dit plus au micro de Pape Balagay et à l'Assemblée. Mbodj sera intronisé Super Linguère Mbodjienne le samedi 4 février 2023 à Bambey. Étant donné qu'elle est née Linguère, parce qu'elle est aristocrate, fille d'aristocrate, descendant direct de la dire aristocratie noble avant le berceau. Elle incarne les valeurs d'une vraie Linguère, Djom, Ngor, Fulla Fayda. Mais sa famille, le Bour Dionik, Makumba Mbodj et les autres dignitaires du Saloum, lors de notre dernière rencontre de la grande famille Mbodj à Fatick, ils ont pris l'initiative de nommer Aïda Mbodj ou bien d'introniser Aïda Mbodj Super Linguère des Mbodjiennes. Cette décision a été approuvée par tout le monde. Ainsi, ils ont effectué des voyages en Gambie, Mauritanie, Ndiangba Mbodj, Wallo, partout au Sénégal. Et toujours dans la page culture, nous vous intéressons aux journées culturelles. Badjoual a intitulé La culture, facteur d'intégration pour le développement durable, une initiative de l'association Kabuka Kadjoua
qui signifie tout simplement Association pour le développement culturel et linguistique des Mandjak. Elle regroupe cette association des Ndiago du Sénégal, de la Gambie, mais aussi de la Guinée-Bissau. L'objectif visé à travers ces journées culturelles est de développer la prise de conscience et l'acceptation des responsabilités civiles, culturelles et économiques. Nos reporters ont assisté à leur cérémonie. Imou Diouf et Amadouba, reportage. Ils sont de la communauté Mandjak. Ils viennent de la Gambie, de la Guinée-Bissau pour retrouver leurs parents au Sénégal. Et chaque année, l'Association pour le développement culturel et linguistique des Mandjak réunit les siens le temps d'une journée culturelle. L'objectif de cette cérémonie, je peux citer en premier, c'est juste vulgariser la culture des Mandjak Badjoul. Cette cérémonie de cette année coïncide avec la passation de présidence. Il y a le président Omar Mala qui était le président de tout le bureau fédéral. Pour expliquer le bureau fédéral, dans chaque association de chaque pays, il y a un président. Et ces présidents-là sont coiffés par un seul. Et l'édition de Dakar cette année, c'est la 3e. Et ça coïncide au passage de témoin à Samba Biaye, qui est le président du Sénégal. Kabuka Casual, une association forte de plus de 5000 membres, elle mise sur la culture pour réussir l'intégration sous-régionale. Surtout le volet social. Nous avons déjà fait beaucoup de progrès dans le volet social et le volet éducatif. L'association aussi du côté culturel fait tout pour montrer aux autres qui n'avaient pas compris ce qui est un Mandjak Badjoul. Aux autres qui n'ont pas compris la langue, il faut parler la langue et les explique les valeurs. Kabuka Casual pour le développement culturel et linguistique des Mandjak, communément appelé Ndiago. Après les éditions de la Guinée-Bissau, du Sénégal, la Gambie, elle aussi, attend ses journées culturelles pour jouer pleinement son rôle dans la vulgarisation de l'esprit du Kabuka Casual. Allez, on termine avec le sport et nos Lions bien déterminés à chercher leur premier trophée dans cette compétition du CHAN. Face à la presse, l'entraîneur Pape Thiaw se dit conscient de la difficulté de la tâche, même s'il se dit nullement ébranlé par la pression du public. Chertidiane Diao nous fait le point. Le Sénégal qualifié pour la finale de ce championnat d'Afrique des Nations. De la confiance dans la tanière avant de rencontrer l'Algérie en finale des championnats d'Afrique des Nations. Pape Thiaw voit son équipe prête à faire face au pays organisateur. On joue une finale, quelque chose qu'on voulait faire. Aujourd'hui, au-delà, on va jouer cette finale. Mais face à une très belle équipe algérienne qui a montré de très belles choses. Voilà, et on veut que la fête soit belle. On va bien représenter notre pays. On est prêt pour jouer cette finale et pour la rendre belle. L'avantage de jouer à domicile peut être déterminant, certes pour l'Algérie, mais du côté sénégalais, on préfère faire abstraction de la pression du public. Aujourd'hui, au-delà pour notre pays, je pense on fera abstraction à ce qui se passera là-haut. On sait qu'il y aura du bruit, le public sera pour son peuple. Nous, la seule chose qu'on veut qu'il soit avec nous, c'est le bon Dieu. Algérie-Sénégal, l'une des deux nations va soulever le trophée pour une première fois de son histoire dans une rencontre qui s'annonce très disputée avec les deux meilleures défenses de la compétition. Le centre de Mamadou Sané, il est très bon, il est parfait. Ce centre de Mamadou Sané est pour venir récompenser cette excellente entame de match sénégalaise. Et on croise nos doigts pour nos vaillants champions. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Tout de suite après moi, retrouvez Binta Diallo pour la deuxième partie du soir d'info. Et l'info continue, comme je vous l'ai dit, sur nos différentes plateformes. Excellente suite au programme sur la télévision Futur Média. Excellent week-end.